Mossad Boulos, Monsieur Trump Afrique, a fait un point de presse hier. Il a fait donc la restitution de sa tournée africaine, particulièrement dans la région des Grands Lacs. Il a visité plusieurs pays, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. L'émissaire américain, donc Mossad Boulos, a au cours d'un point de presse le jeudi 17 avril, a appelé Kigali à rappeler ses troupes impliquées dans l'agression de la RDC dans sa partie Est et a cessé de soutenir la FCM 23. Il a confirmé l'existence des discussions sur un accord minier entre la RDC et les États-Unis. Le but de ces discussions, c'est de faciliter les investissements privés tout en fournissant un soutien complet. Les USA disposent de plusieurs plateformes comme le DFC, Exim Bank et d'autres institutions prêtes à accompagner le secteur privé sous les continents, selon Mossad Boulos, qui s'exprimait à travers un point de presse. Voilà. Autre information, les services de sécurité ont informé au gérant du parc de Kingakati d'une perquisition qui doit donc débuter dans ce jeudi 18 avril, a alerté Adam Chebissi, conseiller en communication de Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président, après avoir perquisitionné la concession de la famille Kabila située sur 18e rue, Limité, quartier industriel. Une enquête de l'ONG Global Witness révèle que Traxis, une entreprise basée au Luxembourg, est donc accusée d'acheter du coltan de conflit en provenance de la RDC, introduit illégalement au Rwanda et lié au financement du groupe armé M23. Cette entreprise a acheté 280 tonnes de coltan en provenance du Rwanda en 2024. Une analyse des données commerciales et des témoignages de contrebandiers suggèrent qu'une grande partie de ce coltan provient donc de zones de conflit dans l'est de la RDC où le M23 est actif. Mesdames et messieurs, nous allons nous limiter là. On va aller en détail sur ces questions, les grandes questions qu'on a évoquées ici sur l'actualité. D'entrée des jeux, Global Witness fait ses révélations. 280 tonnes de Colombo Tantalite sont donc vendues par le Rwanda, mais extraits des mines de la République démocratique du Congo. Les témoignages sont foisons. Un article complet sur le site de Global Witness. Alors, comment interpréter cette information? On va commencer d'abord, je commence d'abord par saluer mes invités qui sont sur place. Monsieur Freddy Mulumba, bonjour et merci beaucoup de prendre part à la Grande Tribune. Salut cher ami. Merci beaucoup pour mettre Monsieur Freddy Mulumba, voulais-je dire. En face de vous, le professeur Bilolo Mobabingi, qui est directeur général de l'INADEP, philosophe et égyptologue. Comment allez-vous, professeur? Oui, je vais bien. Merci bien, professeur Mobabingi. Alors, monsieur Freddy Mulumba, quel est votre avis par rapport à ces révélations, d'abord de Global Witness? Oui, je pense que il y a peut-être trois idées qui sont importantes par rapport à cette révélation. Oui. D'abord, Traxis, c'est une entreprise basée au Luxembourg. Vous comprendrez pourquoi le Luxembourg n'avait pas voulu que l'Union européenne sanctionne. Deuxième élément, selon Global Witness, M23 gagne chaque mois 800 000 $. Les taxes qu'il touche sur exportation de coltan. Donc il y a une compagnie rwandaise qui achète maintenant, qui remet ou bien qui vend à Traxis, et Traxis va vendre sur le plan international. Donc vous pouvez parler de de sanctions, ça ne leur dit rien. Ils doivent continuer. Donc il ne faut pas croire à l'Union européenne et quelquefois aux Nations Unies. Deuxième élément de réflexion,
Il y a les rapports des Nations Unies, d'experts des Nations Unies de 2023. Je pense au mois de juin. Dans ce rapport, il y a une recommandation des experts. On demandait au Congo et les autres de rétablir sans délai l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement en étain, tantale et tungstène. Tout ça, ça vient de Rubaya. Or, Rubaya est occupé par le Rwanda. Donc, on pille, l'Union européenne profite, les globalistes profitent. Donc, le monde entier profite. Voilà pourquoi les histoires de l'Union européenne, donc les résolutions contre le Rwanda, ça ne peut pas avancer. Voilà pourquoi, aussi, au niveau des Nations Unies, ça traîne. On a crié, mais en dehors de l'Amérique qui a sanctionné, aucun État n'a sanctionné le Rwanda, à part de l'Amérique. Maintenant, il faut qu'on comprenne un peu ce qui se passe et pour qu'on comprenne pourquoi les deals entre l'Amérique et RDC sur les mines. Selon les rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies, toutes ces mines qui quittent Rubaya, qui passent par le Rwanda, ça termine sur les ports, ça passe par les ports de Mombasa et les ports de Dar es Salaam, en Tanzanie. Donc on fait Kigali, après Kigali, Dar es Salaam ou bien Mombasa, et ça part où? On a cité, donc ça part, ça sera, donc il y a des fonderies qui sont installées, fonderies et raffinages installés en Asie. On cite ici la Malaisie, Thaïlande, Chine, mais aussi Amérique du Sud. C'est là où il y a des usines de raffinage et de fonderies. Donc c'est loin de l'Amérique. Et si je passe pour que les gens comprennent pourquoi les Américains tiennent à ce qu'on puisse installer le corridor de Lobito. Donc au lieu que ces matières premières soient traitées ou bien raffinées en Amérique, donc en Asie, surtout en Chine, il faut que ça passe par Lobito. De Lobito sera raffiné en Amérique. Déjà, il y a déjà quelques usines qui sont déjà en construction et déjà construites. Là, c'est pour qu'on comprenne un peu l'importance pour les Américains. Mais quels sont... Oui, allez-y. Allez-y, oui. Traxis a remis en question ce rapport. Il a demandé une autre enquête, une contre-enquête par rapport à ça. Je pense qu'un mafieux ne peut pas dire autrement. Les experts des Nations Unies ont fait le travail. Global Witness a fait du travail. Vous demandez le contre-enquête à qui? L'ONU est au-dessus de tout le monde. Donc ce sont des mafieux, ils étaient habitués à piller, tuer des Congolais. Maintenant, avec l'arrivée de Trump, c'est la fin de l'aventure de Tintin au Congo. C'est fini. Donc je voudrais faire comprendre aux gens pourquoi ce deal est important pour l'Amérique. Je donne quelques entreprises qui sont dans les mines chez nous. 80% des marchés des mines sont contrôlés par les Chinois. 80. Ils ont l'entreprise Teng Fungurume Mining. Des femmes qui appartiennent aux Américains, qui est maintenant aux Chinois. On a vendu aux Chinois, pas les Américains. Comme les Américains ont beaucoup d'argent, ce sont des privés. Ils ont Teng Fungurume et ils ont Sengamine. Avec ça, ils ont 80% du marché. Il y a une entreprise sud-africaine. C'est Kibali Golding Mine. Il y a une entreprise suisse, Glencore. Une entreprise canadienne et chinoise, Ivanhoe Zing Mining. Ce qui est frappant, toutes ces entreprises n'ont pas de nationalité américaine. Je prends l'exemple de Alphamine, qui est une entreprise américaine. Alphamine est réputée être une entreprise américaine. C'est une entreprise américaine, elle n'a pas la nationalité américaine. Elle est basée à l'île Maurice. Tout ça pourquoi? Les gens ont peur de la loi américaine. Là, on ne va dire pas en Amérique. Voilà ce qui serait important. Comprendre. Monsieur Freddy Moulumba, est-ce que, avant de donner la parole au professeur Mbabingue, est-ce qu'il y a un lien entre le passage ou l'arrivée de Trump au pouvoir et ces révélations de Global Witness et des Nations Unies sur les mines? Est-ce qu'il y a un lien avec Trump? Non, je pense que Global Witness,
tout comme les experts faisaient des rapports. Mais on les mettait dans les tiroirs. Parce que ceux qui étaient en Amérique, c'était les amis des globalistes. Les Biden, les Blinken, les Obama. Ce sont les amis des globalistes. Ils ne peuvent pas en parler. Comme Trump n'est pas ami des globalistes. Et surtout les globalistes lui mènent une vie dure. C'est normal que quand on parle des choses claires, on ne peut pas cacher. Et vous allez voir ça au niveau de Nations Unies. Parce qu'il faut comprendre, la politique étrangère américaine, il y a trois institutions importantes. Vous avez la Maison Blanche, vous avez le département d'État, et aussi comment on appelle ici, la représentation des États-Unis d'Amérique aux Nations Unies. Mais ceux qui interviennent. Oui, maintenant, il y a celui qui est représentant des Nations Unies, de l'Amérique aux Nations Unies, parle à travers le Conseil de sécurité. Vous avez le département d'État qui a fait ces déclarations avec Boulos qui sont passées ici. Massad Boulos, oui. Et puis vous avez Massad Boulos qui fait partie de la Maison Blanche. Donc c'est ça, c'est qui détiennent la politique étrangère américaine. Monsieur Fodi Moulumba, le coltan est dans une zone occupée par le Rwanda. Ouais. Comment les Américains vont devoir faire? Ils vont devoir négocier avec Kinshasa ou avec le Rwanda qui occupe cette partie du pays? Non, tout ça c'était possible avec les globalistes. Avec Trump, ce n'est pas le cas. Dans leurs discussions, vous entendrez même, comment dirais-je, les représentants qui sont aux Nations Unies. Il est clair. Le Rwanda doit retirer ses troupes. Le M23 doit déposer les armes. Mais ça fait 2 mois qu'il y a cette résolution des Nations Unies. Pourquoi elle n'est pas appliquée? Qu'est-ce qui bloque? Non, je pense qu'ils sont en train de tâter. Vous verrez ce qu'on va faire quelque chose. Regarde ce qui s'est passé avec Walikale. C'est quand Kagame avec les autres pensaient aller prendre Walikale, aller jusqu'à Kisangani. Boulos l'a dit dans sa conférence de presse. On a appelé, monsieur, reculez. Ils sont partis. Ça prouve que les patrons, c'est l'Amérique, ce n'est pas Kagame. Merci beaucoup, monsieur Freddy Moulumba. Oui. Alors, professeur Bilolo, la même question. Comment vous interprétez ce rapport de Global Witness qui met en lumière que l'exploitation des coltans de la RDC sont volés, vendus au Rwanda et le Rwanda vend à Traxis, une entreprise basée à Luxembourg, bref, dans l'Union européenne. Quel est votre avis par rapport à ça? Non, ce n'est pas une révélation. C'était connu, c'est devenu beaucoup plus populaire au moment où le Luxembourg bloquait donc les décisions que l'Union européenne voulait prendre. Les journalistes ont automatiquement analysé, puis ils ont su qui était derrière et pourquoi ce qu'ils faisaient cela. Et je sais aussi qu'il n'y a que le Rwanda ne le fait pas seul. Il y a la complicité de certains politiciens congolais. C'est connu, c'est à Luxembourg. Donc l'ANER n'a qu'à faire les enquêtes sur les politiciens qui sont passés par Luxembourg, les gens qu'ils ont rencontrés. Je crois que certains politiciens congolais, certains parlementaires sont impliqués dans cette histoire-là. Moi, lesquels, par exemple? Quels sont les Congolais ou les parlementaires qui sont impliqués dans ça? On ne peut pas les citer. Quand on dit parlementaire, si l'ANER, ça intéressait l'ANER, ils n'ont qu'à aller à regarder les déplacements de personnes. Ils parviendront à cerner les groupes de gens qui, les 4 dernières années, passaient par Luxembourg pour faire traiter des choses dont on ignore les contenus. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la signification de cela pour l'Amérique, mais pour nous les Congolais, pour le Congo, pour les enfants congolais. Qu'est-ce que toutes ces révélations-là disent? Pendant que vous dormez, on est en train de piller, mais piller réellement votre pays
quand on parle de Roubaïa et autres, on est en train de piller. On est en train de piller le pays. En laissant les gens dans la pauvreté. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Pourquoi est-ce qu'on pille comme ça? N'avons-nous pas d'État? Comme je l'ai toujours dit. Est-ce que ces rapports-ci ont un lien avec Donald Trump, l'arrivée de Trump au pouvoir, le passage de Massad Boulos? Ça peut avoir des rapports ou pas, mais cela ne nous intéresse pas en tant que Congolais. Ce qui nous intéresse, c'est la signification de cela pour nous. Quelles conséquences devrons-nous tirer de ces révélations-là? C'est ce qui est important pour nous. Oui, mais quelles sont justement, comment la République démocratique du Congo devrait se comporter vis-à-vis de ces révélations? Le problème est que la République démocratique du Congo est actuellement, ou semble être actuellement, faible. Il y a 2 ans, j'avais déjà demandé qu'on aplanisse les mines. S'il y a des voleurs quelque part, quand nous étions jeunes, on allait parfois prendre les diamants dans des petites rivières. Et la MIBA envoyait un avion le matin, vers 4 heures du matin, 5 heures du matin, l'hélicoptère de MIBA était déjà en l'air, tuait les gens là depuis le centre-ville de Mbujimaï jusqu'à Miabi. Parfois aller même vers Mérode et tout ça pour tuer parfois les paysans innocents qui exploitaient les mines. On a tué beaucoup de gens dans les mines de diamants. Je ne crois même pas qu'il y a une famille de Mbujimaï là qui n'a pas de victimes de ces diamants-là. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, les gens viennent et pillent? Il n'y a pas de Sukhoi qui sont exclusivement là pour aplanir des mines. Mais l'Amérique, le rôle de l'Amérique, est-ce que l'Amérique peut aider la RDC à retrouver sa dignité, à protéger ses mines? Comme Massad Boulos l'a dit, il y a un contrat gagnant-gagnant. Oui. Est-ce que ce contrat gagnant-gagnant peut-il aider la RDC à récupérer la totalité de ces mines-là? Est-ce que le contrat est réellement gagnant-gagnant? C'est ce que Massad a dit. J'ai des doutes parce qu'on privilégie les privés. Dans les privés là n'ont pas d'éthique. Ils n'ont pas de morale, donc moi je ne vois pas. Les privés américains. Les privés américains. Les privés américains. Bien sûr. Pourquoi ne coopéreraient-ils pas avec Kabila ou n'importe qui là de l'Est? Donc les termes des privés, si c'était l'État américain qui disait oui, nous allons assumer ça, mais l'Amérique assume. Hein? L'Amérique assume, c'est l'Amérique qui... En tant qu'État, oui. Mais pas quand vous signez des contrats où on dit l'exploitation de tels produits, c'est telle société privée, vous faites les contrats privés. Mais là, il faudrait bien définir... Par qui? Par l'État congolais? L'État congolais doit insister pour que l'Amérique n'ait pas accès. On ouvre la porte. Mais puisque nous sommes faibles, comme vous l'avez dit vous-même. Oui, nous sommes faibles, mais même une personne faible peut défendre sa dignité ou a le droit et le devoir de défendre sa dignité. Merci beaucoup, professeur. Donc l'État doit veiller à ce que les privés là ne fassent pas... il y a un risque. Il y a un risque. Ne coopèrent pas avec les privés qui sont hostiles aux intérêts à l'avenir de la République démocratique. Merci beaucoup. Monsieur Freddy Moulumba, Massad Boulos a fait savoir que ce sera des entreprises privées américaines qui viendront investir en République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'État américain. Quelles sont les garanties que nous pouvons avoir des privés américains? Et si ce sont les globalistes qui sautent sur cette occasion, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Avant de répondre à ta question, je voudrais apporter une précision. Oui. Dans la déclaration de Boulos, répondant à une question, il a dit que le Congo est l'acteur clé dans ces deals.
Donc ça signifie que le Congo revient et reprend sa place qu'il avait avant l'arrivée de Bill Clinton, avant que le Rwanda et l'Ouganda dament les pions, prennent le leadership. Parce que vers la fin de l'administration Clinton, on a mis beaucoup plus d'importance sur le Kenya et sur l'Angola. Trump vient, il bouleverse tout. Maintenant, l'accent est mis sur le Congo. Pourquoi? Le Congo est trop riche. Pourquoi l'autre administration a mis l'accent sur l'Angola et le Kenya et Trump? Ce sont des globalistes. Et se faire des affaires, ils n'ont pas de morale. Voilà pourquoi la guerre était toujours permanente pendant 30 ans. Trump dit, on doit arrêter la guerre. On faisait l'affaire maintenant. Les autres pillaient, mais Trump veut, quand il vous parle de win-win, il y a win-win vision américaine et win-win vision chinoise. Dans le contrat chinois, c'était, on vient, on construit des routes et puis vous cédez de matières premières. C'était ça le contrat chinois, le win-win chinois. Dans le win-win américain, c'est quoi? Les privés américains viennent, ils peuvent s'associer avec des privés congolais, s'il y en a, je ne pense pas, ils peuvent s'associer avec l'État congolais. On peut créer des aventures, par exemple, des entreprises d'une venture avec les Américains. Mais ce qui est positif par rapport aux entreprises américaines et des globalistes, ceux qui viennent investir sous la protection de l'État américain, ces gens-là seront jugés par rapport aux lois américaines. Ça signifie que les lois américaines, donc qui sont en vigueur en Amérique, seront appliquées à toutes les entreprises qui viendront travailler avec nous. Voilà ce qui est positif. Et les lois congolaises. Donc, quand on dit loi américaine, ça signifie quoi? Si un Américain qui est ici, il peut tenter de faire un coup d'État, bien faire des désordres, il sera jugé par l'Amérique, d'abord. Donc, il est à Kinshasa, mais ce sont les Américains qui les jugent. Mais maintenant, c'est aux Congolais aussi de mettre en place une structure de loi, une justice rigoureuse, avec des hommes politiques qui ont les ambitions de grandeur et la volonté de puissance. Mais M. Fodi Moulumba, vous savez très bien que la République démocratique du Congo est très mal cotée. D'abord, son indice de développement humain est très faible. Un pays parmi les plus corrompus au monde. Le rapport d'une business passe les RDC au bas du tableau. Ouais. Comment un État sérieux comme les États-Unis d'Amérique peuvent-ils venir négocier avec un État qui est au bas de l'échelle et espérer à ce que qu'il y ait un contrat win-win? Comment ça va se passer? C'est facile, je pense que dans leur point de presse, c'était très clair. La dame a dit, celle qui travaille, la secrétaire d'État américaine, Sanders, oui. Ouais. Elle a dit, ils avaient des objectifs. Le premier, c'est un peu de mettre l'ordre, donc aider le Congo à mettre l'ordre dans les processus de paix dans l'est du Congo. Dès qu'on met la paix, on va envisager maintenant les investissements américains qui seront accompagnés par l'État américain. Mais c'est à court terme ou à long terme? Quand est-ce qu'ils vont venir exactement? On est en train de travailler déjà. Il y a des négociations entre le gouvernement congolais. Ils travaillent sur les deals déjà. On travaille. Mais on ne peut pas le mettre sur la place publique. On va le mettre sur la place publique quand tout sera OK. Mais il faut savoir ici, vous savez, toutes les entreprises qui sont sur notre territoire, la plupart ont corrompu. Voilà, c'est ça le problème. Mais ça, écoute un peu. Mais les Américains, eux, vont continuer à le faire. La différence maintenant, c'est quoi? Oui. La loi américaine sera appliquée si tout investisseur américain qui est venu avec l'État américain au Congo. Donc, si tu essayes de corrompre, tu essaies de faire d'entretenir des groupes armés, c'est la loi américaine qui te sanctionne. Qui est primordial sous la loi congolaise. Non. C'est une loi américaine qui sanctionne les Américains qui ont investi ici. Mais maintenant, les Congolais aussi doivent de leur côté mettre de l'ordre. Je pense que Boulos a parlé avec le président, lui a demandé qu'il y ait la transparence, parce que les entreprises américaines ne peuvent pas venir là où il y a tellement de corruption, il y a de mauvaise gouvernance. Il faut qu'il y ait la transparence. Il faut aussi qu'on abandonne la corruption.
On n'abandonne pas du jour au lendemain. On va le faire. C'est un processus. Non, c'est question maintenant que la justice fonctionne réellement. Parce que si tu regardes dans cette corruption, on va en parler, qui corrompt? Il faut se poser la question, qui corrompt? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui a eu un pouvoir d'une manière normale corrompre? Il ne peut pas. C'est parce que vous avez un pouvoir, quand on dit pouvoir, dans le sens que la plupart des institutions ici sont dans les mains des étrangers. Voilà le problème. Et pour avoir confiance de la population, bien pour faire passer des choses, il faut corrompre. C'est ce qui nous arrive. Je ne peux pas comprendre que vous venez parler du développement d'un pays. Vous n'allez pas utiliser la corruption. Vous dites que les institutions du pays sont entre les mains des étrangers. Oui. Pourquoi je peux dire le contraire? Mais il y a 4 institutions principales. On connaît comment ça fonctionne. Il ne faudrait pas qu'on vous dise les choses clairement. Le Parlement. Parce que si ces institutions travaillaient correctement, on ne serait pas là où nous sommes. Est-ce que vous trouvez normal? 30 ans de guerre. On vous dit il y a 10 millions de morts. Vous êtes occupé par les Rwandais. À Kinshasa, par le président. Qui parle encore? Dis-moi un peu. À part le président qui, chaque fois, il parle de ça. Qui parle encore? C'est la réalité. L'Amérique, c'est là où l'Amérique nous apporte un peu quelque chose de bien. Parce que l'Amérique ne viendra pas travailler avec des voleurs. On va travailler avec des gens compétents. Et pour que ce soit, on demande au président qu'il y ait une bonne gouvernance et une justice. Parce que sans justice, il n'y a pas de société. Donc, c'est quelque chose de positif. Monsieur Foudy, est-ce que cela est possible dans un laps de temps? Parce que la justice, pour redresser la justice d'un État, ça ne se fait pas dans 2 ans. Mon cher ami, dans 3 ans. Il y a l'histoire qui peut nous aider. Quand Mosé Kabila est arrivé ici, il y avait un fort taux de corruption. Qu'est-ce qu'il a fait? On a révoqué 315 magistrats soupçonnés d'être des voleurs. Donc il faudrait que le président, s'il y a des magistrats qui ont volé, on a des preuves, on les révoque. C'est ça la véritable réforme. Et je pense qu'on va arriver à cela. Parce que pour le moment, il y a toute une mafia qui s'est installée depuis que l'AFDEL est arrivé. Cette mafia-là fonctionne. On le trouve au niveau de l'armée, au niveau du gouvernement, au niveau de la magistrature, de la police. C'est toute une mafia. Mais pour nous, en tant qu'État, on est impuissant devant la mafia. Voilà maintenant que c'est quand la CIA va commencer à travailler. Vous allez voir. Vous verrez petit à petit, mais tout dépendra de nous-mêmes. Parce qu'après tout, c'est notre avenir, ce n'est pas l'avenir des Américains. Les Américains viennent pour leurs propres intérêts par rapport à la Chine. C'est à nous maintenant de définir nos intérêts et savoir les défendre. Donc, le problème, c'est au niveau des élites congolaises qui, pour la plupart, travaillent pour les intérêts des mafieux. Voilà la question du Congo. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba, surtout quand on constate que beaucoup ont travaillé avec le président Mobutu, ils ont travaillé avec Kabila fils. Aujourd'hui, certains sont maintenant dans l'Union sacrée de la nation. Beaucoup ont même été sanctionnés par le Trésor américain. Oui, ils sont toujours en politique. Hein? Ils sont toujours en politique et membres influents de l'Union sacrée de la nation. D'autres même sont même au présidium de l'Union sacrée de la nation. Et tout ce qu'il y a eu dans le passé, on a oublié. Comme si de rien n'était. Non, non, on n'a pas oublié. La mafia que l'AFDEL a amenée, c'est métamorphosé. Il est toujours, donc quand on change de régime, il change toujours. Maintenant, je pense avec l'arrivée des Américains, on pense que l'Amérique, c'est le plus grand pays. Vous comptez beaucoup sur l'Amérique et sur les Congolais eux-mêmes. Je vous dis que je compte sur l'Amérique. Pourquoi? Il y a l'histoire. C'est pas la première fois. Mais les États sont des... Je t'informe. Les États ne visent que leurs propres intérêts et pas les intérêts des autres. Il faut faire appel. Comment on va faire? Il faut faire appel à l'histoire pour comprendre. On peut compter sur les Américains ou pas. Première chose. Dans ces pays, entre 1885 et 1906, Léopold II a tué 10 millions de gens. Léopold II était comme Kagame là. En Amérique, Léopold II avait des lobbies très forts. Tous les médias ne parlaient du bien de Léopold II. On les présentait comme philanthropes. C'est comme on présente Kagame comme les meilleurs gestionnaires. Donc on ne pouvait pas parler du mal de Léopold II. Il a suffi d'avoir des intellectuels tels que Mark Twain, avoir des journalistes morels. Ils ont dénoncé, ils ont rencontré le président américain. Et le président a demandé à ce qu'on coupe les rapports, les relations avec Léopold II. C'est comme ça qu'en 1908,
la communauté internationale a décidé de ravir le Congo de Léopold II et de l'annexer à la Belgique en 1908 et ça devient Congo belge. Donc aujourd'hui, l'histoire est en train de se répéter. L'histoire, ce que je dis, l'histoire se répète encore. Regardez, on a fait 30 ans ici, des rapports des Nations Unies, on pleurait ici, personne ne parlait de Congolais. Même dans les médias internationaux, rien du tout, même en Chine, on ne parlait pas du Congo, parce que tout le monde profitait. Trump vient, maintenant tout le monde se réveille. Donc, à cette chose malheureuse. Professeur Mubabingue, je vous prends l'aspect sécuritaire, surtout la déclaration de M. Bossad Boulos, dont on parle, les États-Unis d'Amérique. Il a dit qu'il espère qu'il y ait des négociations entre l'AFC M23 et le gouvernement, sortira un accord qui va rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Non, parce que l'unique accord qui peut sortir, ça sera de nouveau le mixage. Or, nous sommes victimes de mixage. J'avais dit une autre fois, Freddy venait de le dire aussi indirectement, il a dit que les institutions de l'État sont dans les mains des étrangers. Mais vous vous rappelez, nous avons eu une émission ici où je disais les institutions de l'État sont dans les mains des M23. Le problème que le président a... Vous aussi, vous allez loin. Non, l'État congolais, M23. Toutes vos institutions sont dans les mains des M23. Rien ne marche. C'est quoi la preuve? Rien. Oui, la preuve est que rien ne marche. C'est ça, M23? Et toute initiative du président est neutralisée par toutes les institutions. Non, s'il vous plaît. Donc, il n'y a aucune institution, professeur, qui travaille dans ces pays. Comment vous dites ça? Je vous dis, le président. Le président de la République, c'est une institution. Il lutte seul et cette institution, tout autour, gangrène qui est là-bas, ils sont là pour paralyser, corrompre, faire ceci. Tous les défauts que nous reprochons, s'asseoir sur les dossiers, bloquer les accès, bloquer tout. Vraiment, pour prendre le président de la République pratiquement en prison. Vous êtes, oui, président, oui, mais nous vous entourons. C'est nous qui... C'est lui-même qui choisit ses collaborateurs. Qui impose au président de choisir ses collaborateurs? Il choisit, bien sûr. Vous êtes, si vous le prenez en tant que personne, il ne peut pas connaître les 3 000 ou 4 000 ou 5 000 personnes qui participent, qui travaillent dans cette institution. Et cela où les M23 s'est imposé. Au début, c'était qui ça? Les gens ont été choisis par qui était donc par M. Caméré, qui avait placé ces gens un peu partout, et puis il venait un autre, il venait un autre. Donc, l'institution, quand on vous dit ça, c'est dramatique. Les Congo est dans les mains des M23. Professeur, s'il vous plaît. En 2019-2020, oui, il y avait une coalition au pouvoir, oui, FCC Cash, oui, et tous ceux qui étaient avec le chef d'État dans le Cash, oui, ont fait savoir que le FCC bloquait l'action du président Kabila à l'époque, oui, d'où il fallait déboulonner les systèmes, il fallait arrêter avec cette coalition. Oui. Maintenant que cette coalition a été mise de côté, aujourd'hui, vous dites que le chef de l'État est toujours bloqué par les M23. Mise de côté, remplacé par les caméléons. Et les caméléons, là, parmi ces caméléons, la majorité, c'est M23. Ces gens-là ont placé leurs administrateurs, leurs chefs de division, leurs ceci sous les directeurs, secrétaires généraux. Ces gens paralysent. L'unique solution, parce que vous m'aviez demandé la solution, oui, le président n'a qu'à utiliser les méthodes que Erdogan a utilisées. Il a neutralisé, d'ailleurs, celui qui l'a neutralisé. Celui qui l'a neutralisé était soutenu par les Américains. Erdogan, c'est une dictature. Non, c'est ce que les gens d'ici disent. En démocratie, c'est ce que les gens d'ici disent. Je passe parfois par
par la Turquie, et j'admire beaucoup ce pays-là. Donc, quand vous arrivez d'ailleurs, on ne peut même pas comparer parfois avec même certains pays européens. Mais ce que je voulais dire, il y avait un politicien qui dérangeait, qui était soutenu par l'Amérique. Donc, il a dit, très bien, il a nettoyé, vraiment nettoyé, j'allais dire presque tous les magistrats, tous les généraux, tous les enseignants, il a nettoyé jusqu'aux infirmiers. Les types là à nettoyer. Peut-être que le président aille les rencontrer. 4 jours de causerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les difficultés que vous avez eues? Les types a tout nettoyé dans tous les ministères. Il a tout renouvelé. Le Congo doit aujourd'hui renouveler tout. Rompre avec les fils à papa et autres, non, ça doit cesser. Nous devons faire les divorces radicaux, nettoyer les institutions, faire les ratissages, je dis bien, ratissages systématiques. Mais qui sont mauvais? Ministère par ministère. C'est M23. Quand vous dites les M23, vous faites allusion à qui? Quand vous dites que les institutions sont les mains des M23? J'ai fait allusion à tous ces directeurs, chefs de division, secrétaires, et même membres des gens du protocole qui ne sont là que pour tirer ce pays vers le bas et pour qu'aucun projet du président de la République réussisse. Mais pour se réussir. Parlons maintenant du contrat win-win. M. Freddy Mulumba a parlé ici de l'administration Trump. Ouais. Trump vient imposer sa philosophie de travail. Toutes les entreprises qui viendront au Congo vont travailler sous le contrôle... Non, entreprises américaines. Hein? Américaines, ouais. Sous le contrôle de la justice. Ouais. Les Américains les poursuivent jusqu'au Congo. Jusqu'au Congo. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la RDC ou c'est une mauvaise chose? Votre avis? Peut-être c'est tôt de se prononcer, mais je sais seulement que Trump a encore 4 ans. Or, ce que nous voulons faire, c'est une histoire de dizaines d'années, de plusieurs dizaines d'années. Oui. Il y a beaucoup d'éléments imprévisibles pour le moment qu'on ne peut pas vraiment prévoir. Parce que les globalistes là prendront de nouveau le pouvoir en Amérique. Vous êtes optimiste ou pessimiste alors de cet engagement de Trump? Vous êtes optimiste ou pessimiste? Personnellement, je suis pessimiste. Parce que je considère Trump comme une sorte d'épisode. Ce ne faut pas. Ce n'est pas ça la politique américaine. Mais M. Freddy Mulumba a été précis ici. Il dit que c'est comme la répétition de l'histoire avec Léopold II, à qui on a ravi le Congo. Oui. Maintenant, il y a Kagame qui est en train de s'accaparer des richesses du Congo. Oui. Il y a comme une répétition de l'histoire. C'est l'Amérique qui a décidé. Est-ce que vous n'êtes... Il a raison, mais il avait oublié une histoire. Vous savez, il a raison, même dans l'histoire qu'il avait oubliée. L'Amérique n'est pas seulement européenne. L'Amérique est aussi nègre, et noire, et kémite. Alors, ça fait que les gens, l'élite de l'époque, le Booker Washington, ont fait donc une partie de l'Amérique noire, a crié. C'est pour cela que l'Amérique reste toujours un cas particulier. Il est notre partenaire à privilégier parce qu'une grande partie des Américains, donc les Noirs font partie de l'Amérique, les Congolais font partie de l'Amérique. Donc collaborer avec l'Amérique, ce n'est pas la même chose que collaborer avec les autres pays. Parce que collaborer avec l'Amérique, c'est collaborer aussi avec la diaspora congolaise, pas la diaspora récente, mais la diaspora du 15e, 16e, 17e, 18e siècle. Donc la diaspora congolaise de l'Amérique, c'est-à-dire avec les Américains d'origine congolaise au sens large, où vous englobez
l'Angola, tout ça, vous englobez la Tanzanie, vous englobez pratiquement toute l'Afrique noire. Ça, c'est la particularité de l'Amérique. Et dans ce sens-là, je soutiens la démarche de Freddy et même la démarche du gouvernement, seulement dans ce sens-là. Donc il y a eu une révolution contre cette élite noire et Booker Washington lui-même, qui était président donc, de l'université là-bas, était venu donc pour les procès contre Léopold II. Merci beaucoup, oui, donc, professeur Mobabingue Bilolo. Je repasse la parole à M. Freddy Mulumba. Je pense qu'on est en train de clôturer, hein, déjà. On a fait presque 1 heure, mais on va quand même un peu avancer. Alors, M. Freddy Mulumba, les armées de tous les États qui sont ici, la SADC a annoncé son départ déjà. Ils vont partir, mais il y a l'armée ougandaise qui est sur place. Il y avait les Kenyans qui étaient partis. Les Burundais se sont aussi retirés. Les Rwandais gardent toujours ces hommes, malgré les résolutions des Nations Unies. Ça fait 2 mois qu'il y a ces résolutions, mais le Rwanda est toujours sur place. Je rappelle, Kagame ne connaît pas les Américains. Les Américains n'ont pas la culture européenne. Les Américains, les anglo-saxons jouent carte sur table. On leur a demandé de partir. De retirer vos troupes. Ça fait 2 mois qu'on lui a dit. Oui. Ça traîne parce qu'au niveau des Nations Unies encore, il y a encore des États comme la France qui font encore faire croire à Kagame qu'il peut être sauvé. Il y a encore des globalistes, comme les profs le disent, ils tirent les choses en longueur. Comme ça, quand Trump va partir, nous revenons. C'est connaître très mal l'Amérique. Quand on dit l'Amérique, c'est l'Amérique de l'État américain. On a déjà dit à Kagame, Boulos l'a dit dans la conférence de presse, même au Conseil de sécurité, même discours. Si Kagame refuse de partir, il y a une dame, la sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Sanders, madame. Elle a dit quelque part là, ils ont encore d'autres éléments à utiliser au cas où ça ne marchait pas. Ils sont déterminés, quoi. Je t'ai dit que c'est question de vie et de mort pour l'Amérique. Nous sommes très distraits. Parce que d'abord, on n'a pas le sens d'histoire. Et deuxièmement, on ne peut pas comprendre que nous sommes un enjeu géopolitique mondial. On est inconscient. Donc on prend très légère là. On est dans des bars en train de boire, on danse, tout ça. Mais on peut se lever le matin, les carottes sont cuites. L'Amérique a décidé. C'est vrai, c'est pour ses intérêts. La dame dit, c'est l'Amérique d'abord. Quand ils disent de win-win, ce n'est pas faire comme Bill Clinton le faisait avec les Biden, venir tuer des Congolais, piller. Non. Et ils amènent des entreprises américaines qui vont faire un deal avec l'État congolais. Pour eux, le win-win, ça signifie que l'Amérique gagne, le Congo gagne. Et pour eux, la Chine, le win-win de la Chine fait quoi? On investit, mais l'endettement explose. Et ils ne veulent pas faire le système d'endettement. Ils vous disent, il y a des minoquets. On crée une entreprise, le Congo est dedans, et puis l'Amérique et les entreprises privées sont dedans. On continue. Là, il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette. M. Freddy Mulumba, le retrait des troupes rwandaises de la RDC, est-ce que ça ne va pas poser problème, étant donné que maintenant, il y a des Congolais qui s'investissent, qui vont là-bas, qui vont adhérer à ce mouvement-là de Corneille Nangaa? Quel Congolais? Il y a un groupe de gens de la diaspora qui est allé rencontrer Nangaa. Mon cher ami, il y a un monsieur qu'on a présenté comme le fils de... Non, le frère, le fils de comme ça. Ça, ce sont des discussions de caniveaux. Il y a les représentants de l'État américain aux Nations Unies qui a dit, on demande à monsieur, donc tout le monde de M23 s'est retiré. Et ceux qui ont commis comment dirais-je ici, des crimes, ils seront poursuivis. Les Américains, d'ailleurs, quand vous suivez tous les débats, les Américains sont très clairs. D'ailleurs, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont on crée beaucoup plus de, comment on appelle ici,
des gens qui doivent faire les réconciliations. Dialogue. Oui, le dialogue. Il faut qu'on évite cette confusion-là. Parce que les Américains veulent arriver à une conclusion très rapide, que la paix s'installe. Ils ne veulent pas des doublons, ils ne veulent pas la confusion. Mais les drames est que nous ne comprenons pas. On a dit à Mobutu, ce qu'on a dit à Kagame, on a dit à Mobutu, ton temps est arrivé à la fin. Passe la main à Kabila. Et on lui a dit, si vous ne faites rien, votre cadavre se retire dans la rue. Et oui, mais là je reviens toujours. Mobutu est parti malade. Vous étiez peut-être jeune au moment où on portait Mobutu même pour entrer dans... pour monter sur les bateaux afin qu'ils puissent discuter. Un mourant, donc si Mobutu est parti mourant, et on ne peut pas dire que les Américains ont fait partir Mobutu. Non. Non. Ah bon? Moi, je ne donne donc aucun crédit. Ce n'est pas question de crédit. Je ne veux pas ce narratif qui donne l'influence à ceux qui n'ont fait qu'influer négativement dans ces pays. Qui a influé négativement? Les Américains et les Occidentaux n'ont rien fait contre Mobutu. Il est parti de lui-même, malade, sans force, incapable de se tenir debout. Mais il y avait et il est mort 6 mois après qu'il ait pris l'avion de l'autre. C'était un malade sur le lit de l'hôpital. Le régime de Mobutu s'est arrêté par le cancer. Mais il y a eu aussi la guerre froide. Non. C'est le cancer de prostate qui a fait partir Mobutu et non les Américains et non les Européens. Pour cela, ils n'ont rien fait. Pour cela, nous avons beaucoup fait. Avec la société civile, avec la conférence nationale souveraine, et même avec les guerres, même les débats qui ont suivi après, nous avons beaucoup fait. Je crois même qu'avec l'entrée d'Mzé, nous étions tous derrière Mzé. C'est notre victoire à nous, exclusivement la victoire congolaise. Nous n'allons pas la donner aux Américains en aucun cas pour venir nous dire ils ont fait partir un malade qu'on fait sortir de il était pratiquement dans les soins palliatifs. Mais ça c'est se moquer des... Ce narratif-là est faux. Que les Américains le sachent, c'est faux. S'ils veulent des changements, ici et maintenant, qu'ils mettent l'ordre à l'est du Congo, mais ça sera aussi difficile parce que dans l'entretemps, on a tué les Congolais, les administratifs congolais et autres là, on les tue, on les remplace par des gens à nationalité douteuse. Donc vous allez mettre fin, bien sûr, à la guerre, mais les M23, c'est-à-dire les étrangers là donc qu'ils critiquaient, resteront dans les institutions de Bukavu et dans les institutions de la zone de l'Est. C'est pour cela, moi je propose le ratissage radical, et ça, il n'y a que Kinshasa qui peut le faire. Et même au lieu du gouvernement d'union nationale, on dit, oh, gouvernement, les gens attendent ça. Moi, je n'attends pas un gouvernement d'union nationale. J'attends un ratissage de l'armée, ratissage des ministères. Donc, dans les ministères et dans les gouvernorats et autres, on doit libérer les pays de M23. Merci. Le bilan jusqu'à présent est tellement négatif qu'on ne peut faire concession à personne. Merci. Et pour finir, je dirais, si on parle aujourd'hui du Congo, les enfants qui ont brûlé les ambassades là, ces enfants-là du Congo, de Kinshasa ici, quand ils s'étaient mis debout et que la fumée est montée, la fumée que j'étais en Europe quand les enfants faisaient ça, brusquement on parlait du Congo. Partout on parlait du Congo. Partout tout le monde s'intéressait au Congo. L'action de ces jeunes-là ne doit jamais être oubliée. Quand ils se mettent debout, le monde bouge.
et que les enfants retrouvent cette confiance, cette puissance. Donc, la ministre des Affaires étrangères qui a dit au Conseil de sécurité que si vous ne décidez pas, la rue va se prendre en charge. Mais la rue s'était déjà prise en charge, donc elle ne faisait que confirmer ce qu'eux-mêmes contemplaient à la télévision. Merci beaucoup. M. Freddy Mulumba. Oui, je voudrais... Il est sceptique par rapport à... Oui, les Américains, je pense que Ngwanda, qui a commencé à négocier depuis 1989. J'ai dit la fois dernière ici, quand il est parti voir Hassan II, quand il y a eu le conflit belgo-zaïrois sur le contentieux. Hassan II a dit à Ngwanda, c'est fini, il n'y a plus d'avenir. 7 ans après, il y a eu des négociations entre Ngwanda avec les Américains. Quand les Américains Ngwanda sont partis, quand on a attaqué le Congo, ils n'ont pas négocié avec les Rwandais, ils n'ont pas négocié avec l'Ouganda. Ils étaient en face des Américains. En Afrique du Sud. En 97. Oui, quand la FDL venait, avant qu'Mboutou parte. Ils disent c'est fini pour vous. Les Américains ont soutenu Kabila pour qu'il renverse Mobutu. Non, quand on dit les Américains, c'est l'administration Bill Clinton qui avait un objectif de mettre la main sur nos richesses. Et pour cela, on a soutenu la rébellion AFDEL, soutenue par les Rwandais et toutes les multinationales. C'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, je pense avec les changements d'administration, les choses ont tellement changé. Imaginez-vous, il y a un temps, on ne pouvait pas parler du respect des frontières ou bien la souveraineté du Congo. Les Américains ne font que de prendre ça à tout moment. Il faut respecter la souveraineté congolaise et l'intégrité territoriale. Que ça soit aux Nations Unies. Même Boutros, Boulos, il a dit la même chose. Mais le problème, est-ce que les élites congolaises sont-elles conscientes? Parce que si les élites étaient conscientes, ils devraient savoir, dans les débats aujourd'hui, on a dit sur quoi? Parce que les Américains travaillent déjà avec certains Congolais. Il faut normalement, au niveau des entreprises, pardon, des universités, des médias, que les gens en discutent. Combien on discute? Ne fût-ce qu'avoir même des bribes d'informations. Il faudrait que l'élite se réveille. Parce que si on ne sait pas s'organiser, si nous ne sommes pas sérieux, on va nous recoloniser. Ce ne sera pas la faute aux Américains, c'est notre faute. C'est à nous de travailler. Les pauvres parlent de M23 qui est partout. Et l'élite 23 aussi. Et l'élite aussi. Mais le problème à l'Est, quand Kagame et Museveni, ils ont chassé les Congolais, ils ont placé des Rwandais. Il y a même au niveau de Bazouélé, Otouélé, il y a des Mbororo. Donc la situation est très complexe. Parce qu'à l'Est, on a déplacé des populations congolaises, on a mis des Rwandais. Mais d'accord, il faut partir. Écoute un peu, c'est le ministre Chaban qui l'a dit. Il y a des coins, les villageois rentrent chez eux, ils trouvent les maisons sont déjà occupées, ils n'ont plus de champs. Mais qui sont là? Oh non, nous sommes des Congolais. Ça vient. Donc c'était la technique de Kagame. Chasser les Congolais, tuer les Congolais, là il est vide, on place les Rwandais. Avec le temps, on va dire non, ce sont les natifs du coin. Ainsi, on peut demander une certaine autonomie et le Congo implose. Donc, ce sont des problèmes qui vont se poser juste après, après la fin de la guerre. Donc, il faut déjà préparer des gens qui doivent préparer des dossiers pour qu'on identifie... Déjà une balkanisation. Non, une balkanisation, bien entendu. Pour qu'on identifie ces gens-là. Ton père vient d'où, toi tu viens d'où. Qu'on sache. Parce que généralement, ça la confusion à l'Est. Les gens qui viennent, ils s'assoient, ils s'installent, ils disent non, je suis congolais. Ton père vient, tu viens de quel, ton père est de quel village? Tu ne connais même pas les villages. Oh, je suis congolais. Et ils sont nombreux qui soient Kinshasa ici. Ils disent non, non, et moi je suis de tel coin. Ah, mais de tel coin. Ton grand-père est d'où? Il ne connaît même pas. Il ne peut même pas te citer 2 ou 3 générations. Il y a un problème. Donc il faut maintenant qu'on se prépare à ça, qu'après la guerre, Kagame avec les globalistes, comme ils adorent mettre la main sur les richesses, ils vont changer de technique. Donc préparons-nous à vaincre ces gens. Peut-être sur le plan militaire, donc ils viennent d'échouer, mais ils ont d'autres méthodes, d'autres manières de travailler pour s'installer éternellement à l'est du Congo. Donc pour dire que sont nos terres rwandaises. Et c'est la thèse beaucoup des élites rwandaises qui sont proches du pouvoir de Kagame qui disent non,
nous avons des terres là-bas. Même Tabombe qui reconnaît ça. Donc il y a un problème. Donc c'est à Kinshasa qu'il n'y a pas des intelligences qui doivent utiliser l'histoire. D'abord l'histoire. On n'a qu'à demander aux historiens de faire un travail, de mettre sur la place publique. Comme ça on saura que ce sont des usurpateurs, pour la plupart qui sont à l'est du Congo. Pas même aux historiens, mais les enseignants là, de l'école primaire, ainsi de suite, même les curés, quelques curés, etc. Ils ont des archives. Le ministère de l'Intérieur doit aussi vraiment systématiser, bien protéger les archives pour qu'on ne nous invente pas d'autres. Parce qu'il faut dire qu'il y a 7 millions à 9 millions de places internes. Et quand ils rentrent chez eux, là, on trouve... D'ailleurs, Kagame dit qu'il y a 300 réfugiés rwandais qui sont chez eux là-bas. Pas rwandais, 300 réfugiés Tutsis. Tutsis congolais. Ils viennent d'où? On ne sait pas. Donc, quand on se déplace là, dans les massifs, il va prendre les Tutsis rwandais là. Ils les mettent là-bas, même des Hutus. On les installe. Dites que nous sommes des rwandophones. Donc, il faudrait qu'il y ait un débat rigoureux, que ce soit transparent, pour qu'il n'y ait pas de désordre après cette paix qu'on va avoir. Si tout marche bien. Si tout marche bien, l'espoir est donc permis. La guerre va prendre fin très incessamment. Nous avons l'intime conviction. Voilà, c'est la fin complète de ce numéro de Grande Tribune. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui nous suivez. Nous vous disons, on se retrouve donc lundi pour une autre semaine, un autre marathon. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse la RDC unie. Au revoir.